moi de mon pays, la France. La France est un beau pays avec de jolis jardins et des parcs. Et le moment le plus joyeux de l'année est la rentrée scolaire, lorsque la veille, nous nous hâtions à préparer nos fournitures, nos vêtements, les retrouvailles avec les copains de classe. Je me souviens de ma maîtresse de CP qui efface le tableau. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 300 enfants dans les deux grands camps du nord-est de la Syrie. Ces enfants, la plupart, ils ont moins de 6 ans. On a fait un calcul, ils ont en grande majorité moins de 6 ans. Donc c'est des petits enfants. Et il y en a beaucoup qui sont nés sur zone, ça aussi c'est important de le préciser. Certains ont été arrachés de leur pays d'origine, donc la France, d'autres sont nés sur place. Les services de renseignement, eux, disaient qu'il y avait près de 550 enfants qui ont vécu au cœur de l'État islamique, sachant que sur ces enfants, sur ces 550, il y en a certains, nous on estime qu'il y en a 150 qui ont été tués sur zone. Donc on arrive à peu près à 300 enfants encore dans ces camps. Ces enfants, en majorité, ils ont moins de 6 ans. Pour la plus grande part, ils ont moins de 6 ans. Beaucoup sont nés sur zone. C'est-à-dire qu'ils sont nés soit à Raqqa, soit à Mossoul. Certains sont vraiment des tout petits bébés qui ont entre 1 et 2 ans. Certains sont même nés dans ce camp de déplacés, puisque leur mère était enceinte au moment de la chute de l'État islamique. Donc on a affaire à une catégorie d'enfants tout petits. Ces enfants sont là depuis plusieurs mois pour certains et depuis 2 ans pour d'autres. Certains sont même nés dans ces camps, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu l'État islamique, la Syrie sous Daesh, mais ils ne connaissent que les camps. Et leur histoire, c'est celle d'abord d'un pays, le leur, la France, qui refuse de les sauver et de les rapatrier, qui refuse leur droit à la protection, à la nationalité, à l'éducation et à la santé. Dans le camp d'Al-Hol, 300 enfants sont décédés en 2019. Plus de 300 enfants sont décédés en 2019. C'est là qu'on laisse périr actuellement des enfants français qui sont victimes parce qu'ils ne sont coupables de rien. On n'est jamais coupable du choix de ses parents. On n'est jamais marqué au fer rouge par les fautes de ses parents. En fait, un enfant, ça reste un enfant. Il est victime de ce que lui ont fait subir son père, sa mère ou un oncle, une tante. Il faut juste les ramener, prendre soin d'eux, les remettre dans un cocon, leur expliquer, prendre le temps avec eux. C'est sûr que c'est long, c'est sûr que c'est dur, parce qu'on n'a jamais vu ça dans notre pays, c'est la première fois que un tel phénomène se produit, mais il faut toujours les considérer comme des victimes, et surtout ne pas leur coller cette étiquette d'enfants de terroristes. Souvent, les journalistes vont jusqu'à se tromper en indiquant les enfants djihadistes, comme si un enfant était djihadiste. Donc ça, c'est terrible. Déjà, les enfants de djihadistes, c'est un peu compliqué, j'y reviendrai. Il y a un poids des mots, effectivement, que je pense sur les enfants, on n'a pas assez maîtrisé. Mais parce que ces peurs-là, les peurs qu'on a vis-à-vis de leurs parents, rendent tous les comportements, la plupart des comportements vis-à-vis d'eux, un peu trop instinctifs. On oublie qu'il faut poser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire que de coller une image sur un enfant? Pourquoi est-ce qu'on lui dit enfant de djihadiste? Et pourquoi est-ce que on imprime le fait qu'il va être comme son père? Mais alors les enfants djihadistes, c'est pire. C'est comme si un enfant de 6 mois allait décider d'aller faire le djihad ou de partir en Syrie pour rejoindre l'État islamique ou Daesh. C'est quand même assez édifiant
comme façon de s'exprimer, mais ça dénote aussi non seulement l'ignorance, mais surtout la défiance dangereuse qu'on a envers ces enfants qui ne sont que des enfants. Donc, ce sont des enfants français dont les parents ont fait le mauvais choix, le pire des choix. Point. Un choix qui se cantonne à des ruines d'une contrée accablée, où des enfants qui se contentaient d'un tourniquet dérisoire en guise de jeu. La chose qu'on peut dire globalement, c'est que ces enfants doivent être très très abîmés. C'est pas possible d'imaginer des enfants qui déjà sont arrachés à leur famille en France, parce qu'après tout ils partent avec leur père, leur mère, mais ils laissent les grands-parents, ils laissent les oncles, les copains, les copines de l'école, tout ça, si vous voulez. Après ça, ils ont des voyages qui ne sont pas forcément simples, ce qui n'est pas non plus rien. Et puis ils arrivent dans des pays qu'ils ne connaissent pas. C'est pas du tourisme, hein, c'est pas de l'hôtel 5 étoiles ni du grand confort, si vous voulez. Donc ces enfants se retrouvent, quittent une espèce de confort, de sécurité en France et se retrouvent dans rien que les conditions matérielles et affectives assez catastrophiques. C'est très dur pour ces enfants-là parce qu'ils ont été arrachés à leur pays d'origine, la France, parce qu'ils sont français, alors que ça déplaise ou pas à certains. Ces enfants sont français. Qu'ils étaient amenés sur zone où ils ont vécu. Au début, ça allait. Pour ceux qui sont partis en 2015, 2014, ils avaient une vie plutôt normale, puisqu'ils ils pouvaient jouer dehors, il y avait des écoles, etc. Ils avaient accès à de la nourriture. Et puis ces enfants, finalement, ils ont vu quand même la différence. Effectivement, en France, ils pouvaient aller au cinéma, ils pouvaient jouer, ils pouvaient aller à l'école. Et là-bas, au fur et à mesure, c'était plus possible de rien. Ils sont passés, pour certains, ils ont passé 2-3 ans enfermés dans des maisons protégées par leur famille, parce que c'était trop dangereux de sortir, ils ont déménagé une 15aine de fois pour certains, donc c'est déstabilisant pour un enfant. C'est des enfants qui ont vécu un nombre de traumatismes incroyables. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu les privations, ils ont vécu les bombes, ils ont vécu, pour les derniers, ceux qui ont survécu à Barousse, ils ont vécu un enfer. Il faut imaginer des espèces de trous dans lesquels ils se terraient pendant des jours, des semaines, en essayant d'éviter les bombes qui pleuvaient sur eux, en voyant les corps de leurs proches, de leurs frères, de leurs sœurs. C'est un traumatisme terrible. C'est des enfants qui ont aussi souvent vécu avec des proches qui ont aussi abusé d'eux, qui ont été violents. Il y a de nombreux témoignages de choses vraiment terribles. Ce que moi j'appelle un rite initiatique de violence. Une fois que vous avez assisté au viol de votre mère, une fois que vous avez assisté, je dis, à une décapitation, à votre sœur qui est brûlée, ou je ne sais pas quoi, pour la tête, tout est permis. Et il y a une telle colère qui rentre à l'intérieur qu'il suffit de presser le bouton et tout ça ressort, si vous voulez. C'est cette affreuse image de grenades dégoupillées. C'est que je pense que ces gamins sont effectivement des grenades dégoupillées. Là, on me dit, ah oui, non, donc c'est foutu. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Les grenades dégoupillées, tant que vous ne lâchez pas, ça n'explose pas. Et si vous mettez la goupille, ça n'explose plus. Si, avec le soin, l'attention, l'entourage, etc., on réussit à remettre la grenade, la goupille, la grenade n'explosera plus. Évidemment, si on lâche tout, là, ça va péter. Encore une fois, les 3/4 ont moins de 5 ans. À 5 ans, ils sont capables de se transformer et de devenir plein de choses. Ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, il y a toujours possibilité de mettre du scotch, de recoller, de replâtrer et de faire que ça marche, si vous voulez. Moi qui ai soigné quand même plusieurs centaines d'enfants soldats, j'ai d'abord
à ma connaissance, eu aucun qui ait déconné. Et j'en ai quand même vu plein, et je vois encore récemment qui me disent bonjour, qui ont créé des familles, des entreprises, et qui se débrouillent. Alors je pense qu'ils vivront toute leur vie avec derrière des mauvais souvenirs, de temps en temps des choses qui vont revenir, des cauchemars de temps en temps, mais ils vivent à peu près normalement, si vous voulez. Une vie normale dans laquelle se trouve l'enfance, avec joie et innocence. Regarder la pluie depuis sa fenêtre, courir ou simplement jouer peut paraître tellement anodin, mais en réalité, une partie de l'enfance manquée est une maturité enviable. Moi-même, je n'ai pas de petits-enfants à rapatrier. J'ai perdu un enfant en Syrie, mais je me sens proche et solidaire des familles, des grands-parents ici, des oncles, des tantes, dont les petits souffrent dans ces camps. Ce n'est pas digne de notre République. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu se réunir aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'on mène ce combat, on écrit, on a beaucoup de soutien, des parlementaires sont là aujourd'hui, comme M. Pierre Laurent, on vous remercie. 76 parlementaires ont signé un appel au rapatriement. C'est un début, il y en aura d'autres. Et il faut se dire que ces enfants ont leur place ici. C'est sûr qu'on a été peu nombreux au début à réagir aux appels au rapatriement parmi les parlementaires. Je pense que la peur de s'exposer sur un sujet comme celui-là devant l'opinion publique a sûrement joué un rôle. Mais peu à peu, à force d'explications et en expliquant la situation, les enjeux humanitaires, sécuritaires, on voit quand même les lignes qui bougent et maintenant beaucoup de parlementaires se joindre à nous. Mais c'est sûr que c'est un combat qui a duré des mois parce que la pression du débat politique sur le terrorisme paralysait un certain nombre de responsables politiques pour prendre position dans ce dossier qui pourtant est, de mon point de vue, humanitairement, sécuritairement, juridiquement imparable. Il faut rapatrier les enfants. Mais qu'est-ce qui prime, la politique ou l'humain ? Si c'est qu'une question de voix, si c'est qu'une question d'avis de certains électeurs qui adhéreront ou pas, mais en fait c'est l'humain, on est dans un état de droit. Donc il faut agir. On espère que le compte à rebours a démarré. Les rapatriements étaient prévus, rappelez-vous, début 2019. Tout a été stoppé. On est au cas par cas et au compte-gouttes. Ce cas par cas est insupportable. Il n'a jamais expliqué cette doctrine. Le cas par cas, c'est le fait du prince. Je décide que toi, tu es sauvé et je décide que toi, tu restes périr dans ce camp. C'est absolument inaudible en réalité. C'est tout ce que notre État ne doit pas être. Et c'est pourtant ce qu'il choisit de faire. C'est-à-dire qu'au départ, on a rapatrié quelques orphelins. Donc il y a une vingtaine d'orphelins, je crois, qui ont été ramenés. Il y a une petite fille qui était gravement malade, qui avait des problèmes de cœur et qui vraiment allait mourir. Donc ils sont allés la chercher. Et puis récemment, ils ont ramené encore des orphelins et je crois 8 enfants, 7 ou 8 enfants, dont les mères ont signé des décharges disant qu'elles laissaient partir les enfants. Et donc le message est celui-ci, toi, gamin de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu restes mourir dans les camps parce que ta mère est en vie. C'est quand même ça. Lui, on le rapatrie parce que ses 2 parents sont morts, mais toi, t'as pas de chance, ta mère est en vie, donc tu crèves avec elle dans un camp. C'est quand même ça, ce qui est dit, ce qui est affirmé et ce qui est fait. Et puis ensuite, le cas par cas, c'est choisir l'enfant qu'on va sauver. C'est particulièrement immonde. L'enfant
qui avait été privé de son enfance, à qui on n'a pas laissé le choix. Dois-je en vouloir à cette déplorable vie, à ceux qui m'ont happée, ou bien à ceux qui m'ont laissé subir, alors que je suis la première et seule victime de cette errance? Dois-je être orpheline pour regagner ma première vie? Est-ce possible? C'est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. D'abord, moi j'ai l'expérience, puisque je m'occupe de certains enfants qui sont rentrés de Syrie, j'ai l'expérience de la séparation de ces enfants d'avec leur mère en descendant de l'avion. C'est d'une violence incommensurable. Pourquoi? Parce que ces enfants ne connaissent que leur mère. La seule trace d'affection dans leur vécu traumatique, ils ont vécu en zone de guerre, c'est leur mère. La seule trace d'affection, c'est leur mère, et à partir de là, la séparation est extrêmement compliquée. Ils vivent actuellement 24 heures sur 24 avec leur mère sous une tente à 45 degrés ou à moins 30 degrés l'hiver. Ils sont littéralement collés à leur mère. Ils n'ont pas été à l'école, donc ils sont tout le temps ensemble. Donc effectivement, qu'elles ne vont pas les laisser partir. Mais quelle mère laisserait partir son enfant? Je ne sais pas. Moi, si vous me posez la question, je suis dans les mêmes conditions que ces femmes. Je ne sais pas si je laisse partir mes enfants. C'est votre chair qu'on vous demande de prendre, en fait. Donc c'est très compliqué. La séparation est donc extrêmement douloureuse. Elle doit être accompagnée psychologiquement, psychiatriquement. Lorsque l'enfant est séparé de sa mère en arrivant en France, parce qu'elle est placée en détention provisoire immédiatement et que l'enfant, lui, est placé par l'aide sociale à l'enfance, l'enfant va voir sa maman en prison, avec des éducateurs, avec des psychologues. Il va la voir dans une pièce où il y a des jouets. Il va comprendre qu'elle n'est pas très loin de lui, qu'elle va bien, qu'on prend une voiture et puis qu'on va voir maman, et puis qu'on la reverra dans 15 jours, et puis peut-être la semaine prochaine. Bref, qu'elle est là. Non, enfin, je pense que l'aide qu'on peut donner à ces enfants n'est pas qu'une aide en tête-à-tête, si vous voulez. Je pense que ça vaudrait la peine d'aider, de faire de la thérapie familiale, de voir comment la mère se comporte avec l'enfant, comment l'enfant se comporte avec la mère, avec quelqu'un d'extérieur qui est formé à ça, pour voir, pour estimer, évaluer si c'est risqué ou pas de les laisser ensemble tranquillement tout seuls et de faire des rencontres médiatisées ou pas, si vous voulez. Je pense que vraiment, pour moi, il n'y a jamais de réponse unique, si vous voulez. Mais peut-on imaginer un enfant arrivé seul en France, à l'âge de 3, 4, 5 ans, en sachant sa mère en train de périr sous la tente dans laquelle lui-même a péri à ses côtés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans? Enfin, c'est impossible. Comment voulez-vous que cet enfant psychologiquement s'en sorte? Personne ne peut vivre avec cette peur au ventre d'avoir abandonné sa mère dans un camp. Ces enfants, lorsqu'ils arrivent en France et que la mère est là-bas, n'ont plus aucune nouvelle de leur mère. Ils ne la voient plus, ils n'entendent plus le son de sa voix, ils ne savent même pas si elle est toujours en vie, alors qu'ils ont souffert avec elle. 24 heures sur 24. Mais c'est quoi, pour eux, ce pays qui les accueille, mais qui laisse mourir leur maman? Quelle histoire de France on est en train de construire avec eux, là? Ça n'a aucun sens. Les enfants ne sont pas comptables des actes qui sont reprochés à leurs parents. Les adultes doivent être jugés et sont jugés, voire très sévèrement. La justice doit parler en France, mais les enfants n'ont rien fait, ce sont des innocents. Donc moi j'ai mon neveu qui est né là-bas, que j'ai jamais vu en fait, mais que j'ai vu grandir à travers les photos, à travers des audios. Et là il est coincé dans un camp depuis février 2019. Et là, je demande au président de la République de le rapatrier, de rapatrier aussi sa mère, afin qu'elle puisse être jugée et payer sa dette et puis retrouver une vie normale. Moi, je vois très bien, il y a 2 ans, j'étais en relation avec ces femmes qui m'expliquaient regretter leur choix, qui me demandaient combien d'années de prison elles allaient devoir subir. Et je leur disais 5, 10, 15, 20 peut-être. Et elles acceptaient, elles assumaient. Mais là, le traitement qui leur est réservé depuis 2 ans. Bonjour, nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes la France, et nous vous laissons avec votre gamin périr, souffrir
dans un camp parce que finalement on n'a pas très envie que vous rentriez et qu'on est prêt à exposer votre enfant à un risque de traitement inhumain et dégradant. Aujourd'hui, en laissant les gens sur zone, en laissant ces enfants sous ces tentes, on fait exactement ce que l'État islamique avait dit dans sa propagande. Vous verrez, vous serez rejetés, il n'y a que nous qui vous comprenons, nous sommes les véridiques, ces pays ne veulent pas de vous, ce sont des koufars, des mécréants, blablabla. On fait exactement ça. Ah mais complètement. On est en train de faire leur jeu. On est en train de faire leur jeu pour ça, et on est en train de faire leur jeu parce que des enfants, des gens à qui on dit, ça fait pour certains 4 ans, ça fait pour la grande majorité quand même qui sont sortis de Barouze l'année dernière, ça fait aujourd'hui 1 an et demi, ça fait tant de temps que la France, que ton pays ne veut pas de toi. Que ta maman, que tu as demandé à ce que tu reviennes, que ta famille en France se bat pour essayer de te récupérer et que la France ne veut pas ton retour. Il est qu'on est en train de se battre contre l'obscurantisme avec les mêmes armes. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent les spécialistes américains du contre-terrorisme, en disant nous avons fait les mêmes erreurs. Après le 11 septembre, nous avons quitté la légalité, Guantanamo, etc. Enfin bref, pour finalement répondre à nos ennemis avec les mêmes armes qu'eux. Nous sommes en train de faire la même chose. Vous savez, c'est la couleur orange de ces combinaisons. Hein. On les a vus dans les prisonniers en Irak avaient les combinaisons oranges. Puis Daesh a mis des combinaisons oranges à ses victimes. Puis aujourd'hui, dans les prisons kurdes, les prisonniers ont ces combinaisons oranges. C'est le cercle infernal. C'est ce cercle qui n'en finit plus. C'est le cercle de la violence qui nourrit la violence, qui nourrit la violence. Nous ne lutterons contre le terrorisme qu'avec nos armes. Celle d'une démocratie, celle de la légalité, celle de la fermeté, certes, mais dans un cadre légal et humain. Là, on est en train de basculer dans la fabrication d'une défiance qui nous reviendra comme un boomerang dans quelques années, c'est une évidence. Nos autorités pensent se protéger en laissant le problème loin. Mais c'est faux, c'est faux. Ça n'a jamais fonctionné. L'État islamique est né dans les prisons en Irak parce qu'on a mis tous les gens, al-Baghdadi et tous les gens autour de lui, tous ses partisans, tout le projet, il est né dans les prisons en Irak. Et on est en train de faire exactement la même chose. C'est ça qui est complètement fou. Plutôt que de faire rentrer ces gens, de remettre tout le monde à sa place et d'arrêter avec tout ça, on préfère laisser faire, quitte à ce que c'est les femmes. Pour le moment, il n'y a eu que des évasions de femmes. Mais les évasions d'hommes arriveront bien également un jour, parce qu'il y a régulièrement des émeutes et des mutineries et des tentatives d'évasion. À un moment, les hommes aussi vont réussir à s'évader. À un moment, les soldats locaux vont en avoir marre d'essayer de gérer ces étrangers. Comment on va faire ? Quand des gens qui ont des informations sur les attentats commis en France, quand des gens qui ont des informations sur des possibles attaques à venir, ne sont pas entendus par la justice française. Monsieur le Président de la République, vos petits-enfants ont fait leur rentrée des classes la semaine dernière. Les nôtres n'ont jamais vu d'école. Ils se souviennent à peine de leur maîtresse. Votre petit-fils a appris à lire à 5 ans sans que personne ne sache comment. Nos petits-enfants n'ont pas un seul livre à ouvrir. Vos petits-enfants apprennent le nom des couleurs en regardant autour d'eux. Les nôtres ne connaissent que l'ocre de la boue qui les entoure. Je voudrais juste savoir les nouvelles de mes petits. Ouais. Et je voulais bien que le gouvernement soit correct de rapatrier les enfants. Les enfants, ils sont pour rien. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas choisi d'être là-bas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Les grands, ils peuvent être jugés. Et celles qui sont morts, ils sont déjà morts. Ils sont déjà jugés avant qu'ils soient jugés.
Mais nous, on voulait juste nos petits-enfants. Mon petit-fils, il a 19 mois, donc bon, il s'exprime, mais je n'ai pas discuté avec lui, il est trop petit. Depuis le mois de juin, c'est très difficile d'avoir des nouvelles, parce que ma fille a été transférée d'Alol sur Roge, le nouveau camp qui a été mis. Elle a fait un séjour en prison d'1 mois et demi avec le bébé. Et là, actuellement, la communication, ça s'est réduit à peine 1 minute d'audio, de messages audio par semaine. Mes petits-enfants, ils sont là-bas aux prisons. C'est comme la prison. Ils sont dans le camp, avec la chaleur, plus de 45 degrés. Pendant l'hiver, il fait moins 8. Ils vivent dans les tentes. Vous trouvez que c'est normal qu'ils subissent ça, les petits-enfants? Nos petits-enfants mangent à leur faim. Les nôtres sont faméliques à force de malnutrition et de diarrhée. Quand vos petits-enfants gambadent et jouent au foot, les nôtres sont coincés sous des tentes de quelques mètres carrés et n'osent en sortir de peur d'être agressés. Vos petits-enfants dorment au chaud en plein hiver. Les nôtres grelottent sous leurs tentes emmitouflés dans des anoraks troués et luttent contre le froid par moins 10 degrés. Vos petits-enfants sont partis en vacances cet été au bord de la mer. Les nôtres ont dû supporter sans bouger une canicule de plus de 45 degrés des semaines durant. Les nôtres sont exposés à toutes les maladies, à toutes les infections et souffrent dans leur chair sans aucun accès aux soins. Vos petits-enfants, parfois, s'interrogent sur la mort et en ont peur. Les nôtres assistent à l'agonie de leurs copains atteints de gangrène, d'infection pulmonaire ou de déshydratation. Vos petits-enfants sont quelquefois punis lorsqu'ils font une bêtise. Les nôtres sont toujours punis de n'avoir rien fait. Vos petits-enfants adorent aller chez vous et chez leur grand-mère le week-end. Les nôtres ne cessent de nous demander quand ils pourront enfin nous voir pour de vrai. Pourtant, nos petits-enfants, comme les vôtres, sont français. Pour les enfants, il est évident, mais évident, qu'il n'y a même pas à débattre. Ce sont des enfants victimes. Les laisser là-bas, c'est les laisser dans le danger d'un camp de déplacés. Je pense qu'il faut que les gens imaginent ce que c'est vivre dans un camp de déplacés, où il fait 40 degrés toute la journée, où l'eau n'est pas bonne à consommer, où il faut faire la queue pour avoir ne serait-ce qu'un paracétamol pour soigner une fièvre. Ils n'ont pas accès à l'école dans ces camps. Pas à l'école. C'est un droit fondamental pour les enfants dans le monde entier, l'accès à l'école. Donc aujourd'hui, par la décision de nos autorités, on prive les enfants français d'un droit fondamental. Ces gens ne devraient plus être là depuis longtemps. Ces gens auraient dû être rapatriés en France, devraient être à l'école, être en train de jouer avec leurs copains au square, d'avoir une vie normale. Donc il faut les ramener et les sauver de leur famille, les sauver d'une idéologie et les sauver de ces camps. En laissant ces enfants grandir dans un pays qui n'est pas le leur, dans un pays en guerre, dans des conditions terribles. Il faut imaginer ces camps au milieu du désert. Il y fait très chaud l'été, très froid l'hiver, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Ils n'ont rien. Et on est en train de faire grandir la graine de la haine dans ces enfants en ne pas leur donnant la chance de leur dire
Tu es français, viens. Ah, moi, je ne peux pas me résoudre à croire que mon pays va aller jusqu'au bout de sa renonciation à ce qu'il a toujours été. Voilà. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire qu'un président de la République, comme Emmanuel Macron, puisse aller jusqu'au bout de cette inertie, puisse laisser pourrir la situation et puisse laisser périr des enfants. Je ne peux pas croire. Donc il n'est pas question d'optimisme ou de pessimisme. Je ne veux pas que ce soit possible. Je ne veux pas que mon pays écrive cette page de sa triste histoire. Donc on va y arriver. Vais-je quitter un jour ce camp, ou devoir y finir ma vie, et raconter aux enfants qui y sont nés que j'ai un beau pays? Je reste confiante. Thank you.